grand-mère s'appelait Alexina Corriveau. Alexina Mon Corriveau. père, Albert Vallée. Mon père venait de la Beauce, la région de la Beauce. Ma mère dans le comté de Bellechasse. Comme beaucoup d'autres, c'était en partie des cultivateurs. Puis les bonnes terres cultivables dans le coin étaient rendues rares. Fait que le gouvernement les offrait des terres gratuitement, avec un peu d'aide même, pour venir s'installer en Abitibi. Et puis c'est comme ça que les parents de ma mère ont décidé de monter à Dupuis. Puis mon père et ma mère, qui s'étaient mariés dans l'année, ont suivi. Lui, il s'était installé sur une terre à Dupuis, dans le rang 4, là, pour aide de mes beaux-parents, mais aucune connaissance d'agriculture, puis il n'était pas trop intéressé non plus. Fait qu'il a préféré faire autre chose, lui, là. Il a commencé les premiers hivers qui avaient été là à transporter du bois de 4 pieds avec un attelage de bœufs. Et puis apparemment, là, qu'il gagnait à peine de nourriture avec ça, là. Fait que, après ça, un peu plus tard, il a fait son père et sa mère, il s'est installé à La Sarre. Puis son père avait parti un théâtre à La Sarre. Pas un théâtre, mais un cinéma. Un cinéma. Et puis mon père s'est occupé de ça un bout de temps, là. Fait que c'est là que je suis né à La Sarre, moi, dans une petite maisonnette là, près de la rivière. Oui, il y avait des moulins à scie là-bas, là. Fait qu'il avait appris le métier sur le tas, là, dans les usines de siège. Il y avait tous des bouilloires à vapeur dans le temps, comme moteur. Après, il est venu s'installer à Perron pour travailler à la mine Befcon comme chauffeur de bouilloire. Puis, ça a fait une année ou deux. Mais là, avec la sécurité, le gouvernement exigeait des formations. Il fallait qu'il aille à Rouen pour passer des examens. Et puis, il ne savait pas écrire. Fait que finalement, on s'est arrangé avec les examinateurs. Moi, je l'ai accompagné. Lui, il donnait les réponses, moi, je les écrivais. Comme ça, il a eu son certificat de chauffeur de bouilloire. Chez nous, on était 11 enfants, une petite fille de morte à 2 ans. Et puis, 10 enfants vivants. 10 enfants vivants, repartis à la grandeur du Canada. Et puis, il y a une de mes sœurs, par exemple, qui est restée près de chez nous, à Obasca. Et puis, elle cultivait, elle, puis il y avait des serres, puis elle faisait des beaux jardins, puis des belles fleurs. C'était plutôt artisanal, là, mais quand même, c'était... Elle avait 3 serres d'une dimension là, de 40 pieds par 50-60 pieds de long. Là. Il y en avait 3 de ça. Ça produisait quand même assez. Puis les gens allaient chercher leurs légumes là. Moi, j'avais acheté ça, on avait acheté un terrain en 1953. Et pour mettre mon bateau, pour avoir une place pour entreposer mon bateau pour la semaine. Et puis, c'est ça qui a servi à ça. Et puis après ça, quand je me suis marié, là, ma femme, elle aimait bien ça, sur le bord du lac. Fait que c'est là qu'on s'était construit, et finalement demeuré là à l'année. Moi, j'ai commencé avec mon histoire avec le CN. Il y avait le chef de gare dans notre petit village, au Passatica, en Ontario. Il avait été malade, il avait passé une couple d'années dans un sanatorium. Et en sortant de là, il ne pouvait pas travailler, pour faire aucun effort physique. Il m'avait demandé pour aller décharger les colis qui arrivaient du train là, chaque matin. Puis ça en donnait bien pour moi. Là, le train il était à 8 h du matin. Je pouvais faire ça avant l'école.
Et puis c'est comme ça que quand, après, un peu plus tard, la semaine de 40 heures est arrivée au chemin de fer, là, ils m'ont offert de me qualifier pour être télégraphiste puis chef de gare. Bellecour, c'est mon premier travail, là, après que j'ai été qualifié, mon premier travail pour le chemin de fer. OK. J'ai remplacé M. Rodrigue Sayer à Bellecour, ses vacances. C'était en 1951. J'ai été 22 ans au CN. 22 ans? Ouais, les 6 premières années, là, ça me plaisait comme ça. J'ai remplacé dans les gares, là, dans le Nord-Ontario, à Nakina, aller jusqu'à Fitzpatrick. J'ai fait la plupart des gares dans le Nord-Ontario, puis dans le Québec. Dans le Québec, c'est notre territoire ici. Là. Après ça, j'ai pris des postes permanents. Mais là, les coupures étaient commencées au chemin de fer. Là. La minute que j'avais une gare, que j'étais assigné à une gare, mais là, la coupure arrivait. Ça fait que ça se détériorait comme ça. À un moment donné, je suis allé dans une gare en Ontario avec Glen Robertson. C'est dans le comté de Glengarry. C'est un village pas trop bien organisé, pas d'eau courante, puis tout ça. Fait que j'ai demeuré dans le village voisin à Saint-Justine, un village très, très bien organisé. Ça a seulement que 5000. Et puis ça, à un moment donné, ce job-là m'a menacé de fermer aussi. Fait que là, je suis revenu à Quévillon. J'ai été à Quévillon là, de 67 à 74. Et puis là, je commençais à être désabusé un peu là, du chemin de fer. Fait que, puis en même temps, j'avais un offre là, pour aller travailler pour Normic à BTV, l'ancienne série Camille Richard. Mais il avait été vendu à ce moment-là à Normic. Là, à ce moment-là, ça avait été vendu à Normic. Mais le gérant était resté le fils de Camille Richard, Nolin. Et puis lui, il s'est mis après moi, il voulait absolument que j'aille travailler là. Fait que moi, je gagnais 12 000 par année au CN. Lui, il dit, tu vas venir, Chris? Il dit, moi, t'as fait une offre que tu peux pas refuser. Fait qu'il m'a offert 18 000 par année, logé nourri. Lui, il m'a demandé là, de m'occuper de la qualité, puis du personnel, de l'aciérie, puis du planeur. À cette époque-là, c'était il y avait une série, un planeur. Il y avait un bureau, là, une grosse maison pour le propriétaire. Il y avait une douzaine de maisons là, pour les employés qui désiraient rester là. Et puis, c'était quand même assez bien organisé. Je connaissais déjà le moulin parce que, par les soirs, j'avais travaillé là, presque tout un hiver par les soirs avec Camille Richard. Là, pour... simplement là, parce que je m'entendais bien avec, puis pour passer le temps. J'avais travaillé à la construction du moulin avec lui. Le soir, après souper, on était seulement les deux qui travaillaient dans le moulin. Fait que j'avais déjà une idée c'était quoi. C'était on va dire comme le gars, broche à foin un peu, là. Et parce que il y avait beau avoir des employés d'expérience, les méthodes n'étaient pas toujours les bonnes. Moi, j'allais justement pour ça, pour essayer d'améliorer les choses. Et puis, naturellement, là, j'avais souvent parlé avec Camille Richard, puis toutes les choses qu'il voulait améliorer, il m'en avait déjà parlé. Puis je le voyais encore de temps à autre. Les classificateurs, pour commencer, là,
il livrait du bois, une commande, mettons numéro 1 et 2, c'était pas tout à fait la qualité que le client recevait. Il y avait des plaintes, tu étais obligé de réduire le prix, tout ça. Ça, c'est des choses qu'il voulait améliorer à tout prix. C'était le territoire de Domteur. Domteur leur accordait là, du bois là, dans des secteurs où ça faisait leurs affaires. Il aimait mieux de faire par les petits. Okay. Fait que c'était pas la crème, là, tu sais. Moi, dans les années que j'étais là, ça a toujours été difficile d'atteindre nos objectifs parce que, à cause de la qualité du bois qu'on recevait, soit le bois était pourri, soit c'était tout croche. Et puis, là, une usine, ça prenait 110 000 pieds pour être rentable. Par chiffre? Puis par chiffre. Puis on n'arrivait pas à le faire. Fait que on a beau essayer. J'ai essayé pendant 10 ans, là, mais à un moment donné, il n'y a rien à faire. Et puis je savais que tôt ou tard, ça ne pourrait pas continuer. Là, moi, je voyais bien qu'il n'y avait pas de solution. Là. Et puis, quand une entreprise ne fait pas d'argent, il n'y a pas personne de motivé. Fait que moi, j'ai décidé que c'était assez. Je me suis revenu à Sonneterre. Puis il y avait du travail. Ensuite, je suis allé travailler pour la compagnie de tourbe, de Cenabex. La première année, ça a été il y a eu un été extraordinaire. Ça a été un record. Ça fait que là, tout le monde était heureux, pensait que c'était de ma faute. Mais malheureusement, ça a été la seule année. Là. Les conditions doivent être idéales pour avoir de la tourbe qui est bonne et qui se ramasse bien, c'est ça? Oui, elle doit être assez sèche pour être manœuvrable, être transportable, faire des sacs qui ont un poids raisonnable. Il y avait des normes aussi. Il faut que la tourbe soit assez sèche sur le champ pour ramasser pour un certain degré d'humidité. Pas nécessairement avec du beau temps. Même en été, quand il fait une grosse chaleur, un gros soleil, s'il ne vente pas, ça ne sèche pas. Pour mettre ça rentable, il faudrait 45 jours de ramassage. Conseiller municipal à paroisse. Et puis là, à un moment donné, il cherchait un inspecteur. Puis la tourbière, c'était assez au ralenti. Il y avait encore un peu d'activité, mais c'était assez au ralenti que je n'avais pas besoin d'être là tout le temps. Fait que j'avais pris le job d'inspecteur municipal. Puis je m'occupais de la tourbière à temps partiel. Mais en 92, c'est-à-dire en 92, l'année que j'ai rentré comme inspecteur, le gouvernement provincial nous a transféré les routes, les routes de campagne. OK. Là, c'était la responsabilité des municipalités à ce moment-là. Fait que là, il fallait s'occuper de ça. Fait que là, la job devenait de plus en plus complexe. Puis, fait que... Avant ça, il y avait toujours eu des inspecteurs à temps partiel, là. Mais là, c'était devenu une job permanente. Les plus anciens, surtout les plus vieux, là, qui ont toujours vécu, ils ont toujours fait à leur idée, puis aménager un terrain, bâtir une restriction, toujours sans normes. Ils veulent faire une autre maison, que ça, tu les arrives avec des normes. Il faut qu'ils s'installent un champ d'épuration. Ils ne prennent pas ça facilement. Là. Non, hein. Par contre, les jeunes qui poussent comprennent mieux ça, puis eux autres, ça va bien. Les terrains étaient délimités, là. Mettons, quand ils l'achetaient, il y avait peut-être 4 bons piquets, là, mais ça tombait, ça, puis bon, ils se rappelaient qu'une des limites, c'était un arbre, l'autre, c'était un poteau de téléphone. Et puis,
S'ils bâtissaient une couple d'années après, ben là, c'était à peu près. Il y avait des maisons là, qui étaient à moitié sur le voisin, des garages sur le voisin, et tout ça. Fait que c'était un problème, là. C'était un problème à régler, là. En 97, là. J'avais 65 ans, puis je lui dis, bon, là je lâche, je m'en vais chez nous. Mais ma famille demeurait à Obasca déjà. Déjà? Oui, oui, oui. J'avais mes longues vues. Puis une petite fille, elle traverse avec un gars. Il traverse un pédalo qui s'en est de cette petite de l'autre côté. Là, j'avais mes longues vues. Je regardais les canards, il y avait des canards d'eau comme ça. Après ma retraite, j'ai été 9 ans, là, pratiquement tout le temps dans ma shop à bois. J'ai meublé, là, mes deux enfants que j'ai fait des meubles, sauf les meubles de salon, les sets de cuisine. Mais les chambres, puis les meubles de TV, puis tout ce que tu voudras. J'ai fait ça pour mes enfants, chacun leur lit, les personnalités, puis des coffres de cèdre. Puis après ça, ben, j'en vendais beaucoup à travers. J'ai surtout travaillé avec du cèdre que j'achetais le moulin de cèdre de la Colombière. CEDEC, ça s'appelle. On avait de la difficulté à avoir du beau pain ici. Et puis j'ai commencé à travailler avec du sel, finalement, ça fait quelque chose de très beau. Ben moi, j'ai comme bien d'autres, je pensais faire la généalogie de ma famille. Mais j'ai commencé ça, mais là, sur juste un texte, je trouvais ça plate. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire la généalogie de ma famille avec des photos. Puis mon projet, c'était de reculer aussi loin que je pouvais avoir des photos. Comme les arrière-grands-parents. Fait que j'ai fait ça pour ma famille. Puis je voulais m'arrêter là à ma génération à moi, puis nos enfants. Moi, j'en avais un petit peu, mais là, j'ai fouillé partout dans la famille, là, j'ai accolé tout le monde avec ça. Et puis, il fallait partout dans la famille, je peux trouver. J'ai même, comme les photos des arrière-grands-parents, là, j'ai des photos des cartes mortuaires que j'ai retravaillées. Je trouvais ça, parce que je le sais qu'il y en a tellement qui a été perdu pour rien, là. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas conserver ça? Puis en plus, j'avais deux petites filles, des filles de ma fille. Ils étaient intéressés. Ça m'a tellement surpris de voir que ça les intéressait, l'histoire comme ça. Ça fait que là, ça m'a encouragé à continuer. Puis quand on commence, là, on veut toujours aller plus loin, en savoir plus. Bon, un tel, là, rien de lui, on va le chercher. Il y a certaines informations qu'on peut avoir sur des sites Internet. Il y a plusieurs sites de généalogie. Moi, je ne suis pas très connaissant là-dedans, je n'ai pas fouillé bien loin. J'ai travaillé surtout avec le site de mes aïeux. Malheureusement, les archives étaient conservées dans les églises et les presbytères. Il y en a qui ont passé au feu, il y a beaucoup de choses perdues. Il y en a comme ça que dans ma famille, je n'aurais jamais à cause de ça. Mais c'est quand même intéressant. On peut aller chercher des certificats de baptême, des certificats de mariage. Apparemment, le premier ancêtre Vallée qui est arrivé,
pas en mémoire la date. Là. Mais le premier qui est arrivé, c'est un maître chirurgien. Un maître chirurgien. Oui, comme tu disais, probablement un faiseur de saignée. Là. L'histoire des pionniers d'Aubaska que j'ai commencé en venant faire une visite à Sonneterre d'une exposition de la société à l'hôtel de ville. J'ai vu deux, trois photos d'Aubaska. Ça fait que j'ai dit pourquoi que je commencerais pas ça, moi, à essayer de ramasser tout ce que je peux dans le territoire d'Aubaska. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un petit peu d'annonce, puis contacter des gens. Mais c'est pas toujours facile. Il y en a qui ne voient pas d'intérêt à ça, puis ils ne veulent pas s'en mêler. Mais finalement, de bouche à oreille, puis un à l'autre, on vient à bout de ramasser des photos quand même intéressantes. Ouais, la famille Bérubé, oui. C'est une famille importante. Ses grands-parents, c'était des charretiers. Ça a été la première famille à venir s'établir au Aubaska. Ils se sont établis là, à peu près dans le coin à peu près en face de l'hôtel. La première famille est arrivée dans 1934. Il y avait déjà des activités, par contre, au Aubaska. Il y avait des moulins à scie, il y avait des chantiers. Il y avait des prospects de mines. Sur l'île Tiblemont, il y avait une mine là, qui a été... il y avait même un petit village là, sur l'île. Il y a eu un titier, il y a eu un puits de creuser, il y a eu tout un moulin construit. Et puis, malheureusement, ça n'a jamais produit. La seule chose qui ont sorti de là, c'est des échantillons. C'était tout se faisait par la rivière. Les premiers, avant que Aubaska se développe, je ne pourrais pas te dire les noms. Quand je suis arrivé, il y avait encore une série là, au Aubaska qui fonctionnait. Ça s'appelait Savard, je pense. Mais ça n'a pas été long, c'était de la fin. Est-ce que les Autochtones avaient une place où ils arrêtaient là aussi? Pas à Aubaska directement, là, mais l'histoire dit qu'il arrêtait, il campait à l'entrée du lac Proscalis. C'est comme ça que le nom de Aubaska est venu. Là. Aubaska, au bas, je pense que ça voulait dire Détroit. Puis Ska, c'était en rapport avec les joncs, les grands joncs qui poussaient dans la grande baie à l'entrée du lac. Ils se servaient des joncs pour se faire des matelas, un peu de sortes de choses. Là. Ma femme, elle recueillait des petits animaux sauvages là, en perdition. Et puis d'autres qui lui étaient apportés par le garde-chasse après qu'il l'a eu connu. Et puis elle a élevé, là, elle a sauvé pour commencer, il a sauvé la vie. Puis elle les a élevés, puis domestiqués, là, plusieurs animaux sauvages. Bien souvent, c'était un ou deux à la fois. Et puis les gens disaient que ma femme Pauline, elle pouvait parler aux animaux. À chaque fois, ça a été des expériences bien enrichissantes. C'est quand tu dis que tu vis avec deux marmottes dans la maison. T'as pas besoin de baromètre. Puis elle avait beaucoup de temps parce que moi, je travaillais en dehors, puis j'étais à la maison que en fin de semaine. Bien souvent, j'arrivais à la maison, j'étais tout émerveillé, un nouvel animal. Mes enfants, oui, ils vivaient avec ça, ils s'amusaient avec. Ils étaient bien. Les jeunes, les autres, après qu'il y en a connu deux, trois, là, ça devient naturel, par exemple. Ils étaient tout petits, puis ils aimaient ça. Une chose que j'ai trouvé bien drôle, c'est que le garde-chasse lui apporte, il va trouver un petit goéland.
hors du nid, qui était après mourir. Ça fait qu'il s'est dépêché à emmener ça à Pauline. Elle l'a réchappé, elle l'a soigné, mais il est devenu, lui-là, comme domestiqué. Et puis, c'est incroyable. Tu sais, des fois, je n'ose pas en parler parce que j'ai peur de passer pour un maudit menteur. Tellement, c'est incroyable. Il vivait dehors, mais il ne s'éloignait pas de la maison. Là. Il était comme une poule, là. Oui, oui, comme une poule. Et puis, ça l'a, Louis, là, tellement sensible. Moi, je voyageais à Quévillon, puis j'avais une vanette. Et puis, quand j'étais à la maison en fin de semaine, elle tournait autour, puis elle tournait autour de la vanette. À un moment donné, j'ai dit, colique, rouvre la porte, là, laisse embarquer là-dedans. Puis là, il fait faire un tour, puis elle aimait ça. Fait que, à chaque fin de semaine, on allait à quelque part, on mettait le goélet en arrière. On mettait des papiers journal sur le plancher, là, parce que c'est pas très propre. Mais, fait que la première chose que j'ai su, un bon vendredi soir, elle m'attendait au coin de la route, la petite route qui rentre chez nous. Là. Il y a à peu près quoi? 2000 pieds de la maison. Puis quand j'arrivais avec ma vanette au coin du chemin, elle m'attendait au coin. Elle avait reconnu ma voix, elle avait reconnu le bruit de ma vanette. Puis elle m'attendait au coin. Pauline a dit, elle va jamais là. Puis c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé 2-3 fins de semaine qu'elle m'attendait. Est-ce que... Fait que tu racontes ça, puis t'hésites à raconter ça même. Oui, mais ça vaut la peine d'être écrit. Ça vaut la peine d'être écrit parce que c'est vraiment des histoires merveilleuses, ça. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler, là. Ça me donne un sentiment de... Toi, tes enfants ont connu ces animaux-là comme étant des animaux de compagnie. Autant une marmotte qu'un goéland. Est-ce qu'ils leur donnaient des noms? L'écureuil. Oui. Ah oui? Ils ont tout passé par... Puis une fois qu'ils étaient bien, est-ce qu'ils les relâchaient dans la nature? Oui, ça, c'était le défi là, rendu à l'automne, pour envoyer ça dans la nature. Les marmottes, ça n'a pas été trop difficile. On les a mis sur le bord d'un ruisseau, puis tout ça. Ils commençaient à se nourrir dehors. Fait qu'eux autres, ça s'est bien passé. Il y en a d'autres, c'était plus difficile. Mais ça faisait comme une séparation pour des gens qui s'en étaient occupés. Oui, mais il faut, hein. C'est ça, hein. Les arrêtes, les bio. Par ça, les questions qu'on demandait la semaine